Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir. Comment ça, non? Depuis quand? Est-ce que c'est encore politiquement correct de dire ça? Allons voir ce qu'un député allemand avait à nous dire en débutant son discours en chambre. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrte Schwule, sehr geehrte Lesben, sehr geehrte Androgyne, sehr geehrte Bigender, sehr geehrte Frau zu Mann und sehr geehrte Mann zu Frau, sehr geehrte Gendervariable, sehr geehrte Genderqueer, sehr geehrte Intersexuelle, sehr geehrte weder noch Geschlechter, sehr geehrte Geschlechtslose, sehr geehrte Nicht-Binäre, sehr geehrte Transgender und Pangeschlechtliche, sehr geehrte Transfrauen, sehr geehrte Transmenschen, sehr geehrte Transmischer, sehr geehrte Transsternmännliche und Transsternmänner, sehr geehrte Transmenschen, Personen, sehr geehrter Intersternweiblich und sehr geehrter Intersternmännlich, sehr geehrte Intersternmänner, sehr geehrte Interstern, sehr geehrte intergeschlechtlich, sehr geehrte zweigeschlechtlichen und sehr geehrte drittes Geschlecht und sehr geehrtes viertes Geschlecht, sehr geehrte XY-Frauen, sehr geehrtes Nullgeschlecht und natürlich auch ganz herzlich die sehr geehrten sonstigen Geschlechter. Und sehr geehrter Unterstrich muss die Abgeberschule Antrag. Faudra-t-il ajouter 2 feuilles à tous les formulaires existants pour faire plaisir à tout ce beau monde? Et autre question, a-t-on le droit d'avoir des valeurs qui condamnent ces comportements? Parce qu'avoir des comportements anciennement qualifiés de déviants ou de pervers n'a rien à voir avec le genre. En tout cas, ça n'avait rien à voir avant tout récemment. Je vais tenter de décortiquer le sujet pour ensuite vulgariser la manipulation de laquelle il peut résulter. Comment s'y retrouver dans la liste des 52 options en matière d'identité de genre désormais proposées par Facebook? La liste est longue, elle reste ouverte, mais elle ne vient pas de nulle part. Elle se laisse réorganiser en fonction de grands blocs qui se recoupent. Celui des identités pathologisées et réprimées par la médecine que sont les trans et intersexes. Celui des nouvelles identités de genre, y compris trans, qui ont fait éruption dans les années 90 pour contrer le système sexe/genre binaire et normatif que nous connaissons. Il y a au moins 20 dénominations pour qui s'identifie comme trans. La liste a été établie à partir des expériences et des débats qui ont agité les LGBTQ. Elle porte donc l'empreinte des guerres culturelles internes et récentes, comme celle qui a opposé transsexuels et transgenres. À l'arrivée, une pléthore d'autodéfinitions qui permettent de mettre ou non l'accent sur son identité de trans ou d'insister sur son genre choisi, mais aussi de revendiquer son statut de genderfucker, celui/celle qui nique les genres établis. Le terme Two-Spirit ou deux esprits n'a rien à voir avec le mouvement LGBTQ que l'on connaît. Il s'agit plutôt de personnes chez les Amérindiens qui posséderaient les deux esprits, celui de la femme et celui de l'homme. Ils sont importants dans leur communauté car ils sont bien souvent considérés comme plus sages. Ils ne se comportent pas comme la communauté LGBTQ le fait, en s'exhibant ou en se frottant les uns aux autres. Notez bien, je suis conscient que ce ne sont pas tous les LGBTQ qui agissent de la sorte. Je fais référence à ceux que le mainstream utilise pour pousser leur agenda arc-en-ciel. Antiquité. Certaines sociétés pré-chrétiennes montraient plus ou moins de tolérance ou d'acceptation vis-à-vis des pratiques homo-érotiques. Pour beaucoup d'entre elles, ces pratiques étaient toutefois très codifiées socialement et tout écart vis-à-vis ces normes était mal vu, voire considéré comme délictueux. On trouve dans l'Antiquité des discussions sur les relations entre animaux de même sexe, ce qui laisse à penser que le concept d'homosexualité était connu des anciens. Vraiment? Ça prouve quoi, ou juste ça? En tout cas. Moyen-Âge. Malgré la tolérance des peuples germaniques, les lois barbares du Haut Moyen-Âge ne font aucune référence à l'homosexualité. Dans la société chrétienne du Moyen-Âge et jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, l'homosexualité entraînait la peine de mort dans la plupart des États européens. Au siècle des Lumières, Montesquieu, puis Voltaire et Cesare Beccaria se sont interrogés sur la sévérité de la peine, mais ne semblent pas avoir contesté un caractère anormal à l'homosexualité. La peine de mort pour sodomie est remplacée par des travaux forcés en Pennsylvanie en 1786 et en Autriche en 1787. 1791, la France est le premier pays à dépénaliser complètement l'homosexualité. L'Assemblée constituante de 1789 ne retenant pas le crime de sodomie dans le Code pénal.
19e siècle. Le Code pénal de Napoléon, en 1810, ne revient pas sur cette dépénalisation et influence de nombreuses législations européennes. En Angleterre, la peine de mort pour cette raison n'est plus appliquée à partir de 1836. Néanmoins, en 1861, une loi condamne l'homosexualité d'une peine de 10 ans de prison. Selon Sigmund Freud, l'homosexualité est un trouble, la perversion du modèle de maturation psychique qu'est le complexe d'Œdipe. Pour lui, cependant, il n'y a pas à avoir honte et un homosexuel heureux n'a pas besoin de guérison. Les autres, par contre... La situation est aujourd'hui moins polémique qu'à l'époque. Aucune organisation psychiatrique ou psychologique majeure d'Occident ne considère l'homosexualité comme étant une maladie ni un sujet d'intervention en tant que tel. Au contraire, beaucoup d'entre elles dénoncent fermement tout essai de changement d'orientation sexuelle comme étant dangereux, non nécessaire et inefficace. Le consensus de la communauté psychiatrique et psychologique est que l'homosexualité est soit innée, alors qu'il n'y a aucune preuve de la présence de ce gène, soit apparaît très tôt dans la vie, sans pour autant être sûr de l'origine précise de l'orientation sexuelle, et est immuable, bien que la compréhension de son orientation sexuelle puisse évoluer au cours de sa vie. Pour la suite, j'ai trouvé un article sur le site de Radio-Canada publié le 3 décembre 2015 dans lequel on nous propose un petit lexique de l'identité sexuelle. Regardons ensemble quelques-unes de ces définitions et voyons ce que ça donne. Androgyne. Personne dont l'identité de genre se situe entre les deux pôles socialement valorisés, présentant des aspects associés à la fois aux femmes et aux hommes. Socialement valorisé, pas naturel. Cissexisme. Système de pensée institutionnalisé faisant de la cissexualité la norme unique à suivre en matière d'identité de genre. Le terme fait référence particulièrement à l'aliénation et à la discrimination envers les personnes trans. Encore une fois, système de pensée institutionnalisé. Ce n'est pas parce que vous croyez que c'est normal, c'est parce qu'on vous a dit que c'était normal. Cissexuel. Personne dont l'identité de genre correspond au sexe biologique ou assigné à la naissance. Se dit d'une personne qui n'est pas transsexuelle. En d'autres termes, un hétérosexuel. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on nous définit par quelque chose que nous ne sommes pas à la fin. Un transsexuel. Comme si c'était plus important ça. Fluide. Dont l'identité de genre ou l'orientation sexuelle est changeante ou qui ne peut être classée. Anciennement bisexuel. Non-binaire. Personne dont l'identité sexuelle ne correspond pas au sexe féminin ou masculin, qui se définit en dehors de la dualité homme-femme. Vraiment? N'importe quoi, finalement. En tout cas, dysphorie de genre. Trouble de l'identité sexuelle qui confirme de manière officielle un désaccord entre le sexe biologique et l'identité de genre d'une personne. La dysphorie de genre a été introduite dans le DSM-5, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l'Association américaine de psychiatrie, pour remplacer le trouble de l'identité de genre qu'on retrouvait dans le DSM-4. J'aimerais prendre 2 petites minutes pour parler des perturbateurs endocriniens qui sont présents dans la nature tout autour de nous. Je vais utiliser le Nouvelle Encyclopédie médicale pour usage à la maison, des éditions Lolland. Donc, glande endocrine. Sous le nom de glande endocrine, on désigne des organes sécrétant des produits indispensables à la vie qui passent directement dans le sang, mais ne sont pas déversés vers l'extérieur. En réalité, certains organes essentiels tels que le foie, les reins et les glandes sexuelles sont à la fois des glandes endocrines ou glandes à sécrétion interne. On classe habituellement l'épiphyse ou glande pinéale parmi les glandes endocrines. En fait, on connaît peu son rôle exact. C'est une glande qui se trouve à la partie postérieure du troisième ventricule de l'encéphale et qui semble freiner le développement génital. Donc, on a un premier lien entre le développement génital, la glande pinéale et les perturbateurs endocriniens. En faisant cette recherche, j'ai réalisé que même au Québec, l'agenda arc-en-ciel est médiatisé d'une façon disproportionnelle. En moins de 2 minutes, j'avais trouvé 4 ou 5 trucs qui passent à la télévision. Voyez. Puis j'aimerais qu'on se questionne sur le pourquoi du comment de la nécessité d'habiller des culturistes en femmes.
Le but de cette vidéo n'était pas nécessairement de vous apporter des réponses, mais de vous faire vous questionner. J'espère que vous aurez apprécié. Merci à tous ceux qui ont écouté.